Chapitre 25. Comment commença, entre les Foissiers de Lernay et les gens du pays de Gargantua, le grand débat qui déclencha de grandes guerres. En ce temps-là, qui était la saison des vendanges, au commencement de l'automne, les bergers de la contrée étaient occupés à garder les vignes et à empêcher que les étourneaux ne mangent les raisins. En même temps, les Foissiers de Lernay passaient sur la grande route, emportant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les bergers leur demandèrent courtoisement de leur en vendre au prix du marché. Car sachez que c'est une nourriture céleste de manger le matin des raisins avec de la foisse fraîche, quelle que soit la sorte de raisin. Des pinots, des fiers, des muscats, de la bicane ou des foies rares pour ceux qui étaient constipés du ventre. Ça les faisait courir plus vite qu'une flèche et souvent pensant péter, ils se conchiaient. Pour cela, on les appelait les penseurs de vendange. Les Foissiers ne furent nullement enclins à satisfaire leurs requêtes. Et même, ce qui fut pire, ils les outragèrent grandement, les appelant bavards, édentés, drôles de rouquins, plaisantins, chienlits, rustaux, sournois, fainéants, gourmands, ventrus, fanfarons, vauriens, rustres, chalants, ruffians, belliqueux, freluqués, railleurs, impotents, malotrus, nigauds, misérables, tondus, gloutons, ridicules, claquedents, meneurs d'étrons, bergers de merde et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant qu'il ne leur appartenait pas de manger de ces belles foisses, mais qu'ils devaient se contenter de gros pains et de tourtes de seigle. Devant cet outrage, l'un d'entre eux, nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et respectable jeune homme, répondit doucement « Depuis quand vous a-t-il poussé des cornes, que vous en êtes devenu si arrogant ? Vraiment, vous aviez l'habitude de nous en fournir volontiers et maintenant vous les refusez. Ce n'est pas le fait de bons voisins. Et nous ne vous faisons pas pareil quand vous venez ici acheter notre beau froment, avec lequel vous faites vos gâteaux et vos foisses. Par-dessus le marché, nous vous aurions donné de nos raisins. Mais, par la Sainte Mère, vous pourriez vous en repentir quand un jour vous aurez besoin de nous. Alors, nous vous rendrons l'appareil et qu'ils vous en souviennent. » Alors Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers, lui dit « Vraiment, tu te prends pour un coq ce matin. Tu as dû manger hier soir trop de mil. Viens ici, je te donnerai de ma foisse. » Alors Frogier, en toute simplicité, approcha, tirant de la monnaie de son baudrier, pensant que Marquet allait sortir de son sac une de ses foisses. Mais il le frappa avec son fouet en travers des jambes si rudement que les nœuds y apparaissaient. Puis il voulut s'enfuir, mais Frogier cria au meurtre, aussi fort qu'il put, et en même temps il lui jeta un gros bâton qu'il portait sous son bras, et il l'atteint à la jointure coronale de la tête sur l'artère temporale du côté droit, si bien que Marquet tomba de sa jument, et il semblait plus mort que vif. Cependant les métayers, qui près de là gaulaient les noix, accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur les Foissiers comme sur du seigle vert. Les autres bergers et bergères, entendant le cri de Frogier, vinrent avec leurs frondes et leurs lance-pierres, et les poursuivirent à grands coups de pierre qui tombaient si drus qu'il semblait que ce soit de la grêle. Finalement, ils les rejoignirent et leur prirent environ 4 ou 5 douzaines de leurs foisses. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé, et leur donnèrent 100 de noix et 3 paniers de raisins blancs. Puis les Foissiers aidèrent Marquet, qui était vilainement blessé, à remonter sur son cheval, et ils retournèrent à Lernay, sans poursuivre leur chemin vers Paris, en menaçant fortement et fermement les bouviers, bergers et métayers de Seuilly et de Ciney. Alors, les bergers et bergères firent joyeuse chère avec ces foisses et de beaux raisins, et rigolèrent ensemble au son de la belle trompette, se moquant de ces beaux Foissiers glorieux, qui avaient fait une mauvaise rencontre, faute de s'être signés de la bonne main le matin, et avec de gros raisins, ils frottèrent doucement les jambes de Frogier, si bien qu'il fut bientôt guéri. Chapitre 26. Comment les habitants de Lernay, sous le commandement de Pricocole, leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. Les Foissiers, revenus à Lernay, aussitôt avant de boire et de manger, allèrent au Capitole, et là, devant leur roi nommé Picrocole, troisième de ce nom, exposèrent leurs complaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets froissés, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées, et, singulièrement, Marquet énormément blessé.
disant que le tout avait été fait par les bergers et les métayers de Grand Gousier près de la grande route après Seuilly. Picrocole entra sur le champ dans un furieux courroux, et sans plus s'interroger sur le pourquoi et le comment, il fit proclamer dans tout son pays le ban et l'arrière-ban, afin que chacun, sous peine de la corde, se rassemble en armes sur la grande place devant le château à l'heure du midi. Pour mieux assurer son entreprise, il envoya sonner le tambourin partout dans la ville. Lui-même, pendant qu'on apprêtait son déjeuner, alla faire préparer son artillerie, déployer son enseigne et son oriflamme, et charger beaucoup de munitions aussi bien en armes que pour la bouche. En déjeunant, il répartit les charges, et par son édit, le seigneur Trepelu fut affecté à l'avant-garde, à laquelle furent attribués 16 014 arquebusiers et 35 011 mercenaires. Le grand écuyer Touquedillon fut affecté à l'artillerie, à laquelle furent attribuées 914 grosses pièces de bronze, canons, double canons, basiliques, serpentines, coulevrines, bombardes, faucons, passe-volants, spiroles et autres pièces. Le duc Raquedenard fut affecté à l'arrière-garde. Le roi et les princes de son royaume restèrent avec le gros de l'armée. Ainsi rapidement organisés, avant de se mettre en route, ils envoyèrent 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent pour découvrir le pays et savoir s'il n'y avait pas d'embûche dans la contrée. Après avoir soigneusement cherché, ils trouvèrent que tout le pays environnant était en paix et en silence, sans assemblée quelconque. Ce qu'entendant, Picrocole commanda que chacun marche immédiatement sous son enseigne. Alors, sans ordre et sans mesure, ils allèrent à travers champs, tous ensemble, ruinant et dévastant tout là où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés ni profanes. Ils emmenaient des bœufs, des vaches, des taureaux, des veaux, des génisses, des brebis, des moutons, des chèvres et des boucs, des poules, des chapons, des poulets, des oisons, des jarres, des oies, des porcs, des truies, des gorées. Ils abattaient les noix, vendangeaient les vignes, emportaient les ceps, faisaient tomber tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable ce qu'ils faisaient, et ils ne trouvaient personne qui leur résiste. Tous se mettaient à leur merci, les suppliant d'être traités humainement, parce qu'ils avaient de tout temps été de bons et d'aimables voisins, et que jamais ils ne commirent envers eux d'excès ni d'outrage, qui méritent qu'ils soient maintenant ainsi tourmentés, et que Dieu les en punirait bientôt. À ces remontrances, ils ne répondaient rien, sinon qu'ils voulaient leur apprendre à manger de la fouasse. Chapitre 27. Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Ils agirent et se dépêchèrent si bien, pillant et volant, qu'ils arrivèrent à Seuilly où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur fut ni trop important ni trop pesant. Bien que la peste soit dans la plupart des maisons, ils entraient partout, ravissaient tout ce qui était dedans, et jamais aucun ne s'en trouva mal, ce qui est assez merveilleux, car les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens et apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher et admonester les malades, étaient tous morts de l'infection, alors que ces diables pilleurs et meurtriers jamais n'étaient atteints. D'où vient cela, messieurs ? Pensez-y, je vous prie. Le bourg ainsi pillé, ils se déplacèrent vers l'abbaye dans un tumulte horrible, mais ils la trouvèrent bien protégée et fermée. Aussi, l'armée principale marcha vers le gué de Vède, sauf 7 compagnies de soldats à pied et 200 lanciers avec leurs suivants, qui restèrent là et rompirent les murailles du clos afin de gâter toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À tout hasard, ils firent sonner ad capitulum capitulantes. Là fut décrété qu'ils feraient une belle procession, renforcée de beaux prêches et de litanies contre les pièges des ennemis, et qu'ils chanteraient de beaux réponses pour la paix. Dans l'abbaye, il y avait alors un moine cloîtré, nommé frère Jean des Entomeurs, jeune, élégant, alerte, dévoué, bien adroit, hardi, aventureux, délibéré, grand, mince, avec une grande bouche, bien avantagé du nez, bel expéditeur de prières, bel envoyeur de messes, beau décroteur des offices, pour le dire sommairement, un vrai moine, si jamais il en fut depuis que le monde moina de moinerie, au reste grand clerc jusqu'aux dents en matière de bréviaire. Jean des Entomeurs, entendant le bruit que faisaient les ennemis dans le clos de la vigne, sortit pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils vendangeaient le clos qui leur donnait leur boisson
pour toute l'année, retourna au cœur de l'église où étaient les autres moines, tout abasourdis comme des fondeurs de cloches. En les voyant chanter, ini, nim, pe, ne tum, ne num num ini I mi ko o ne no o ne no ne no 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 rom ne nom nom, il leur dit: c'est bien stupidement chanté, vertu Dieu, que ne chantez-vous? Adieu panier, les vendanges sont faites. Je me donne au diable s'ils ne sont pas dans notre clos en train de couper les cèpes et les raisins, si bien qu'il n'y aura, par le corps Dieu, qu'à grappiller dedans pour 4 années. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous alors, nous autres pauvres diables? Seigneur Dieu, dis-nous ce que nous boirons. Alors le prieur du cloître dit: que fait cet ivrogne ici? Qu'on le mène en prison pour troubler ainsi le service divin. Mais, dit le moine, le service du vin, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur. Ainsi fait tout homme de bien. Jamais un homme noble ne hait le bon vin. C'est un apophthegme monacal. Mais ces réponses que vous chantez ici ne sont pas de saison, par Dieu. Pourquoi nos offices sont plus courts en temps de moisson et de vendange, alors qu'ils sont longs pendant l'avent et tout l'hiver? Notre respectable frère Massé Pélos, qui nous a quittés, vrai zélateur, ou je me donne au diable, de notre religion, me disait, je m'en souviens, que la raison était que, en cette saison, nous puissions bien récolter et faire le vin, et qu'en hiver nous le humions. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, par le corps Dieu, il faut que vous me suiviez, car assurément que saint Antoine me brûle si ceux qui n'auront pas secouru la vigne pourront goûter le vin. Ventre Dieu, les biens de l'Église. Ah non, non, diable! Saint Thomas Becket voulut bien mourir pour eux. Si j'en mourais, ne serais-je pas saint moi-même? Je n'y mourrais pourtant pas, car c'est moi qui ferais mourir les autres. En disant cela, il enleva son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était en cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point et parsemé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Ainsi, il sortit en casaque, mit son froc en écharpe et avec le bâton de la croix se précipita brusquement sur les ennemis, qui sans ordre, ni drapeau, ni trompette, ni tambour, vendangeaient dans le clos, car les porte-étendards et les porte-drapeaux avaient mis leurs étendards et leurs drapeaux contre le mur. Les joueurs de tambour avaient défoncé leurs tambours d'un côté pour les emplir de raisins. Les trompettes étaient chargées de sarments, chacun était n'importe où. Il les frappa donc si brutalement, sans crier gare, qu'il les renversa comme des porcs, frappant à tort et à travers, à la mode de la vieille escrime. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, à d'autres, il rompait bras et jambes, à d'autres, il tordait les vertèbres du cou, à d'autres, il rompait les reins, coupait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents, désarticulait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les hanches, éclatait les bras. Si quelqu'un voulait se cacher entre les cèpes plus épais, à celui-là, il rompait toute l'arête du dos et l'éreintait comme un chien. Si l'un d'eux voulait se sauver en fuyant, à celui-là, il faisait voler la tête en morceaux. Si l'un d'eux grimpait dans un arbre, pensant y être en sûreté, de son bâton, il l'empalait par le fondement. Si quelque vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» « Tu y es bien forcé, disait-il, mais en même temps, tu rendras ton âme à tous les diables. » Et aussitôt, il lui tapait dessus. Et si quelqu'un était pris de tant de témérité qu'il voulut lui résister en face, alors il montrait la force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine en traversant la membrane et le cœur. À d'autres, en frappant au défaut des côtes, il leur broyait l'estomac et ils mourraient soudainement. À d'autres, il frappait si brutalement au nombril qu'il leur faisait sortir les tripes. À d'autres, à travers les couilles, il perçait les intestins. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Les uns criaient « Sainte Barbe !» les autres « Saint Georges !» les autres « Sainte Nitouche !» les autres « Notre-Dame de Cuno, de Lorette, de Bonne Nouvelle, de la Lenou, de Rivière !» Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry, mais il brûla 3 mois après, si fort qu'on ne put pas en sauver un seul brin. Les autres à Cadouin, les autres à Saint-Jean d'Angely, les autres à Saint-Étrope de Sainte, à Saint-Même de Chinon, à Saint-Martin de Cordes, à Saint-Clouot de Ciney, aux reliques de Javreset et 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant.
Les autres criaient à haute voix « Confession, confession, confiteor miserere in manus !» Tellement furent grands les cris des blessés que le prieur de l'abbaye sortit avec tous ses moines, et quand ils aperçurent ces pauvres gens ainsi allongés parmi la vigne et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais, pendant que les prêtres s'occupaient à les confesser, de petits moignons coururent auprès de frère Jean et lui demandèrent en quoi ils pouvaient l'aider. À quoi il répondit qu'ils égorgent ceux qui étaient tombés à terre. Aussi, laissant les grandes capes sur une treille au plus près, ils commencèrent à égorger et à achever ceux qui étaient déjà meurtris. Savez-vous avec quelles armes ? Avec de beaux gouets, qui sont de petits demi-couteaux avec lesquels les petits-enfants de notre pays écalent les noix. Puis, avec son bâton de croix, il gagna la brèche qu'avaient faite les ennemis. Certains des moignons emportèrent leurs étendards et les drapeaux dans leurs chambres pour en faire des jarretières. Mais, quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par cette brèche, le moine les assommait de coups en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants, et ont gagné leur pardon. Ils s'en vont au paradis, aussi droit que ligne faucille, et comme est le chemin de faille. » Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos, au nombre de 13 622, sans les femmes et les enfants. Cela s'entend toujours. Jamais Mogis, ermite, ne se porta si vaillamment avec son bourdon contre les Sarrasins, comme c'est écrit dans la chanson de geste des 4 fils Aymon que le fit le moine à l'encontre des ennemis avec le bâton de la croix. Chapitre 28. Comment Picrocole prit d'assaut la roche Clermaux et le regret et la difficulté qu'eut Grand Gousier pour entreprendre la guerre. Pendant que le moine combattait, comme nous l'avons dit, contre ceux qui étaient entrés dans le clos, Picrocole, à grande allure, passa le gué de Vède avec ses gens et assaillit la roche Clermaux, où il ne lui fit fait aucune résistance. Et parce qu'il faisait déjà nuit, il décida de se faire héberger dans cette ville, lui et ses gens, et de calmer la colère qui le piquait. Au matin, il prit d'assaut les fortifications et le château, et le renforça très bien, et il le pourvut des munitions requises, pensant faire là sa retraite, s'il était à son tour assailli, car le lieu était fort, et par sa construction, et naturellement, grâce à sa situation et son assise. Or, laissons-les là, et retournons à notre bon Gargantua, qui est à Paris, bien attentionné à l'étude des bonnes lettres et aux exercices athlétiques, et au vieux bonhomme Grand Gousier, son père, qui après souper se chauffe les couilles à un grand feu beau et clair, et en attendant que les châtaignes soient grillées, il trace des signes dans le foyer, avec un bâton brûlé à un bout, qui sert à tisonner le feu, racontant à sa femme et à sa famille de beaux contes du temps jadis. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pillot, vint à lui à ce moment et lui raconta en détail les excès et les pillages que faisait Picrocole, roi de Lernay, dans ses terres et ses domaines, et comment il avait pillé, gâté, saccagé tout le pays, excepté le clos de Seuilly, que frère Jean des Entomeurs avait sauvé à son honneur. Et à présent, Picrocole était à la roche Clermaux, et là, avec beaucoup de zèle, il se fortifiait, lui et ses gens. « Hélas, hélas !» dit Grand Gousier. « Qu'est-ce ceci, bonnes gens ? Suis-je en train de rêver ? Ou bien ce qu'on me dit est vrai ? Picrocole, mon ancien ami de tout temps, de toute ma famille et de tous mes alliés, vient m'assaillir. Qu'est-ce qui l'y pousse ? Qu'est-ce qui le pique ? Qu'est-ce qui le conduit ? Qui l'a ainsi conseillé ? Oh, 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 oh ! Mon Dieu, mon sauveur ! Oh, 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 oh ! Mon Dieu, mon sauveur ! Aide-moi, inspire-moi, conseille-moi sur ce qu'il faut faire. Je déclare, je jure devant toi, aussi sur moi favorable, que jamais je ne lui fis de déplaisir, ni ne fis de dommage à ces gens, ni de pillage en ces terres, mais bien au contraire. Je l'ai secouru avec des gens, de l'argent, des faveurs et du conseil, chaque fois qu'il a pu y trouver son avantage. Qu'il m'ait donc à ce point outragé, ce ne peut être que par l'esprit malin. Bon Dieu, tu connais mon courage, car à toi rien ne peut être caché, au cas où il serait devenu fou furieux, et que pour lui rétablir le cerveau, tu me l'aurais envoyé ici. Donne-moi le pouvoir et le savoir de le ramener sous le joug de ton saint vouloir, par bonne discipline. Oh, 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 mes bonnes gens, mes amis et mes fidèles serviteurs, faudra-t-il que je vous contraigne à m'y aider ? Las, ma vieillesse ne demandait dorénavant que du repos,
et toute ma vie, je n'ai rien d'autant recherché que la paix. Mais il faut, je le vois bien, que maintenant je charge mes pauvres épaules lasses et faibles d'une armure, et que dans ma main tremblante je prenne la lance et la masse pour secourir et protéger mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car je suis entretenu par leur labeur et je suis nourri de leur sueur, moi, mes enfants et ma famille. Toutefois, je n'entreprendrai de guerre qu'après avoir essayé tous les arts et tous les moyens de faire la paix. À cela, je suis résolu. » Alors, il fit convoquer son conseil et exposa l'affaire telle qu'elle était. Et il fut conclu qu'on enverrait un homme prudent demander à Picrocole pourquoi, aussi soudainement, il avait quitté son repos et envahi des terres sur lesquelles il n'avait aucun droit. De plus, il fut conclu qu'on envoie chercher Gargantua et ses gens, afin de protéger le pays et le défendre au besoin. Le tout convint à Grand Gousier, et il commanda qu'il en fût fait ainsi. Et donc, sur l'heure, il envoya le Basque, son laquais, chercher en toute diligence Gargantua en lui écrivant ce qui suit. Chapitre 29. La teneur des lettres que Grand Gousier écrivit à Gargantua. La ferveur de tes études aurait exigé qu'avant longtemps je ne t'enlève à ta tranquillité philosophique. Si nos amis et anciens alliés n'avaient pas maintenant déçu la confiance que j'avais en eux et brisé la tranquillité de ma vieillesse. Mais, puisque telle est cette fatale destinée qui fait que par eux je sois inquiété alors que je me reposais, je suis forcé de te rappeler au secours des gens et des biens dont tu as la charge par droit naturel. Car ainsi que sont inutiles les armes au dehors si le conseil n'est pas dans la maison, de même l'étude est vaine, et le conseil est inutile s'il n'est en effet opportun exécuté avec vertu et s'il est réduit à son effet. Mon intention n'est pas d'exciter, mais d'apaiser, non pas d'assaillir, mais de défendre, non pas de conquérir, mais de protéger mes fidèles sujets et mes terres ancestrales, dans lesquelles, hostilement, est entré Picrocole sans cause ni raison, et qui de jour en jour poursuit sa furieuse entreprise avec des excès intolérables pour des personnes libres. Je me suis mise en devoir de modérer sa colère tyrannique, lui offrant tout ce que je pensais pouvoir le satisfaire. Et plusieurs fois, je lui ai envoyé amicalement des émissaires pour comprendre en quoi, par qui et comment il se sentait outragé. Mais je n'ai eu comme réponse que de la défiance volontaire, et qu'en mes terres, il prétendait tout simplement avoir le droit de résider. J'en ai donc conclu que Dieu éternel l'a abandonné au gouvernail de son franc arbitre et de son propre sentiment, qui ne peut être que méchant si, par la grâce divine, il n'est pas continuellement guidé, et que pour le contenir dans son rôle et le ramener à la raison, Dieu me l'a envoyé ici comme un fâcheux symbole. Pourtant, mon fils bien-aimé, le plus tôt que faire tu pourras, ces lettres lues, reviens avec diligence secourir, non pas tant moi, ce que toutefois par pitié naturellement tu dois, que les tiens, lesquels avec raison tu peux sauver et protéger. L'exploit sera fait avec le moins d'effusion de sang qu'il sera possible, et si possible, par les stratagèmes les plus avantageux. Les précautions extrêmes et les ruses de guerre, nous sauverons toutes les âmes et les renverrons joyeuses à leur domicile. Très cher fils, la paix du Christ, notre Rédempteur, soit avec toi. Salut Ponocrate, gymnaste et Eudémon de ma part. Du 20e de septembre, ton père, Grand Gousier. Chapitre 30. Comment Ulric Gallet fut envoyé vers Picrocole. Les lettres dictées et signées, Grand Gousier ordonna qu'Ulric Gallet, maître des requêtes, homme sage et discret, dont, dans des affaires diverses et contentieuses, il avait éprouvé la vertu et le bon avis, aille voir Picrocole pour lui annoncer ce qu'ils avaient décrété. Aussitôt, le bonhomme Gallet partit, et passé le gué de Vède, il demanda au meunier ce qu'il savait de Picrocole. Celui-ci lui répondit que ces gens ne lui avaient laissé ni coq ni poule, et qu'ils s'étaient retranchés dans la roche Clermont, et qu'il ne lui conseillait pas d'aller plus loin, de peur du guet, car leur fureur était énorme. Ce que facilement il crut, et pour cette nuit, il se fit héberger par le meunier. Le lendemain matin, il s'annonça avec une sonnerie de trompette à la porte du château, et demanda aux gardes qu'il le laisse parler au roi, pour son profit. Les paroles annoncées au roi, celui-ci ne consentit nullement qu'on lui ouvre la porte, mais se transporta sur le rempart et dit à l'ambassadeur « Qu'y a-t-il de nouveau ? Que voulez-vous dire ?» Alors, l'ambassadeur exposa ce qui suit.
Chapitre 31. La harangue faite par Galée à Picrocole. Plus juste cause de douleur ne peut naître chez les humains, que si, là où par droiture, ils espéraient grâce et bienveillance, ils reçoivent ennui et dommage. Et non sans cause, bien que sans raison, plusieurs s'étant trouvés dans cette situation, ont cette indignité estimée moins tolérable que leur propre vie, et, au cas où ni la force ni aucun autre moyen n'ait pu y remédier, ils se sont eux-mêmes privés de cette lumière. Donc, étonnant, il n'est pas si le roi Grand Gousier, mon maître, est, suite à ta furieuse et hostile venue, saisi d'un grand déplaisir et perturbé dans son entendement. Étonnant ce serait, s'il ne l'avait pas ébranlé, les excès incomparables qui, dans ces terres et contre ces sujets, ont été par toi et par tes gens commis, et qui n'ont omis aucun exemple d'inhumanité. Ce qui lui a fait tant de peine, du fait de la cordiale affection avec laquelle toujours il a chéri ses sujets, plus que pour un homme mortel on ne saurait le faire. Toutefois, d'estimation humaine, plus grave saluer, que ce soit par toi et les tiens que ces griefs et ces torts aient été faits. Alors que toute mémoire et ancienneté vous aviez, toi et tes pères, conçu une amitié avec lui et tous ses ancêtres, laquelle jusqu'à présent étant sacrée, ensemble vous l'aviez inviolablement maintenue, gardée et entretenue. Si bien que non, lui seulement est les siens, mais les nations barbares. Poitevins, Bretons, Manceaux et ceux qui habitent au-delà des îles de Canard et d'Isabella ont estimé aussi facile de démolir le firmament et d'ériger les abîmes au-dessus des nues que de détruire votre alliance. Et tant l'ont redouté dans leurs entreprises qu'ils n'ont jamais osé provoquer, ni irriter, ni faire de dommages à l'un, par crainte de l'autre. Et plus encore, cette amitié sacrée a tellement empli le ciel que peu de gens qui aujourd'hui habitent le continent et les îles de l'océan n'ont pas ambitieusement aspiré à être associés à celle-ci, en acceptant les pactes faits par vous, estimant autant votre confédération que leur propre terre, ses domaines. De sorte que, de toute mémoire, il n'y a pas eu de prince ni de ligue si furieuse et si superbe qu'ils aient osé courir sur, je ne dis pas vos terres, mais même celles de vos confédérés. Et si, sur un conseil précipité, ils ont à votre rencontre imaginé quelque agression, le nom et le titre de votre alliance entendus, ils ont soudain abandonné leurs entreprises. Quelle furie donc t'excite maintenant, toute alliance brisée, toute amitié foulée aux pieds, tout droit outrepassé, pour envahir hostilement ces terres sans, en rien, avoir été par lui ni par les siens blessé, irrité ou provoqué? Où est la foi? Où est la loi? Où est la raison? Où est l'humanité? Où est la crainte de Dieu? Penses-tu que ces outrages seront cachés aux esprits éternels et aux dieux souverains avec justice nos entreprises? Si tu le penses, tu te trompes, car toutes choses seront soumises à son jugement. Serait-ce de fatales destinées ou de mauvaises influences des astres qui voulaient mettre fin à ton confort et à ton repos? Ainsi, toutes les choses ont leur durée et leur fin. Et quand elles sont venues à leur pointe extrême, elles sont ruinées, car elles ne peuvent pas longtemps dans un tel état demeurer. C'est la fin de ceux chez qui la fortune et la prospérité ne peuvent pas, pour, avec raison et tempérance, être modérés. Mais si ainsi c'était ta destinée, et que devait alors ton bonheur et ton repos prendre fin, fallait-il que ce fût en incommodant mon roi, celui par lequel tu étais établi? Si ta maison devait être ruinée, fallait-il qu'en sa ruine elle tombe sur la demeure de celui qui l'avait parée? La chose est tellement hors les bornes de la raison, tellement en dehors du sens commun, qu'à peine peut-elle être conçue par l'entendement humain. Et cela demeurera incroyable aux étrangers, jusqu'à ce que l'assurance et le témoignage leur laissent comprendre que rien n'est ni saint ni sacré à ceux qui se sont émancipés de Dieu et de la raison pour suivre leurs sentiments pervers. Si quelque tort a été par nous fait contre tes sujets et tes domaines, si par nous a été faite une faveur à ceux qui ont encouru ta disgrâce, si pour tes affaires nous ne t'avons pas secouru, si par nous ton nom et ton honneur ont été blessés, ou, pour mieux dire, si l'esprit calomniateur, tentant à te pousser au mal, par de fallacieuses présentations et par des fantasmes trompeurs, t'a mis à l'esprit qu'envers toi, nous avions fait des choses indignes de notre ancienne amitié, tu devais d'abord t'enquérir de la vérité, puis nous le reprocher, et nous aurions tout à ton gré
apporter des explications qui auraient eu l'occasion de te contenter. Mais ô Dieu éternel, quelle est ton entreprise? Voudrais-tu, comme un tyran perfide, piller ainsi et détruire le royaume de mon maître? L'as-tu supposé si lâche et si stupide qu'il ne voulut pas résister à tes iniques assauts, ou bien tellement privé de gens, d'argent, de conseils et d'un militaire qu'il ne le put pas? Pars d'ici immédiatement. Et demain dans la journée, sois retourné dans tes terres, sans en chemin faire aucun tumulte ni brutalité, et paye 1000 bœufs en d'or pour les ouvrages que tu as faits en ces terres. La moitié, tu la fourniras demain. L'autre moitié, tu la paieras aux ides de mai prochain. Nous laissons cependant en otage les ducs de Tournemoule, de Bas-de-Fès et de Menuaille, ainsi que le prince de Gratel et le vicomte de Morpiaille. Chapitre 32. Comment Grangousier, pour acheter la paix, fit rendre les fouasses. Alors, le bonhomme Galet se tut, mais Picrocole, à tous ses propos, ne répondit pas autre chose que « Venez les chercher, venez les chercher, ils ont belle couille molle, ils vous broieront de la fouasse. » Aussi, il retourna vers Grangousier, qu'il trouva à genoux, tête nue, incliné dans un petit coin de son cabinet, priant Dieu qu'il voulut adoucir la colère de Picrocole et le ramener à la raison, sans avoir à employer la force. Quand il vit le bonhomme de retour, il lui demanda « Ah, mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » ? « Cela va mal, dit Galet. Cet homme a tout à fait perdu le bon sens et a délaissé par Dieu. Bien, mais, dit Grangousier, mon ami, quelle cause prétend-il y avoir à cet excès ? Il ne m'a pas exposé de cause quelconque, dit Galet, sinon qu'il m'a dit avec colère quelques mots au sujet de Fouasse. Je ne sais pas s'il n'en aurait pas fait quelque outrage à des foissiers. Je veux, dit Grangousier, comprendre ce qu'il en est avant de délibérer sur ce qu'il y aurait à faire. Alors il se renseigna sur cette affaire et trouva qu'il était vrai qu'on avait pris par force quelques fouasses aux gens de Picrocole et que Marquet avait reçu un coup de bâton sur la tête, toutefois que le tout avait été bien payé et que Marquet avait d'abord blessé Forgier de son fouet sur les jambes. Et il sembla à tout son conseil qu'il devait se défendre par la force. Cependant Grangousier dit « Puisqu'il n'est question que de quelques fouasses, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît par trop de faire la guerre. » Aussi, il se renseigna pour savoir combien on avait pris de fouasses, et en entendit 4 ou 5 douzaines. Il commanda qu'on en fit 5 charretées cette nuit, et que l'une d'elles fût pleine de fouasses faites avec du bon beurre, des beaux jaunes d'œufs, du beau safran et de belles épices pour être distribuées à Marquet, et que pour ses intérêts lui donne 700 003 philippus pour payer les barbiers qu'il avait soignés, et en plus il lui donnait la métairie de la Pomardière à perpétuité, en toute propriété pour lui et les siens. Galet fut chargé de conduire le tout et de le remettre. En chemin, il fit cueillir près de la Solée de grands rameaux de canne et de roseaux et en fit mettre autour des charrettes, et en remit à chacun des charretiers. Lui-même en tint un dans sa main, voulant faire savoir qu'il ne demandait que la paix et qu'il venait pour l'acheter. Arrivés à la porte, ils demandèrent à parler à Picrocole de la part de Grangousier. Picrocole ne voulut jamais les laisser entrer, ni aller leur parler, et leur fit savoir qu'il était occupé, mais qu'ils disent ce qu'ils voulaient au capitaine Trouquedillon, qui était en train d'installer un canon sur les murailles. Le bonhomme lui dit donc « Seigneur, pour en finir avec tout ce débat et éliminer toute excuse pour ne pas revenir à notre ancienne alliance, nous vous rendons maintenant les fouasses, objet de la controverse. Nos gens en prirent 5 douzaines, et ils furent très bien payés. Nous aimons tant la paix que nous vous en rendons 5 charrettes, et celle-ci sera pour Marquet, qui le plus se plaint. En plus, pour le contenter entièrement, voilà 7300 philippus que je lui remets, et pour l'intérêt auquel il pouvait prétendre, je lui cède la métairie de la Pomardière, à perpétuité, pour lui et les siens, en toute propriété. Voici le contrat pour cette transaction. Et par Dieu, vivons dorénavant en paix, et retournez dans vos terres joyeusement. C'est dans la place ici, à laquelle vous n'avez aucun droit, comme vous devez bien le confesser, et soyons amis, comme avant. Trouquedillon rapporta le tout à Picrocole, et aussi il lui remplit de venin le cœur en lui disant « Ces rustres ont une belle peur, par Dieu. Grangousier se conchit, le pauvre buveur. Ce n'est pas son affaire de partir en guerre, mais plutôt bien de vider les flacons. Je suis d'opinion que nous retenions ces fouasses et l'argent,
et qu'au reste nous nous hâtions de renforcer nos remparts ici et de poursuivre notre chance. Mais que pense-t-il bien avoir à faire à une dupe de vous repaître de ses fouasses? Voilà ce que c'est. Les bons traitements et la grande familiarité que vous leur avez montrés dans le passé vous ont rendu méprisables auprès d'eux. Flattez le vilain, il vous piquera. Piquez le vilain, il vous flattera. Ça, dit Picrocole, par Saint-Jacques, il faut bien voir. Faites ainsi que vous l'avez dit. Je veux aussi vous avertir d'une chose, dit Touquedillon. Nous sommes ici assez mal ravitaillés et pourvus maigrement en fourniture de bouche. Si Grand Gousier nous assiégeait, aussitôt j'irais me faire arracher toutes les dents, bien qu'il ne m'en reste que 3, et autant pour tous vos gens que pour moi. En les gardant, nous aurions trop vite mangé toutes nos réserves. Nous n'aurons que trop de mangeaille, dit Picrocole. Sommes-nous ici pour manger ou pour batailler? Pour batailler sûrement, dit Touquedillon. Mais de la panse vient la danse, et où la faim règne, la force s'en va. C'est trop jasé, dit Picrocole. Saisissez ce qu'ils ont apporté. Et donc, ils prirent l'argent et les fouasses, les bœufs et les charrettes, et les renvoyèrent sans mot dire, sinon de ne plus s'approcher si près pour la raison qu'on leur expliquerait demain. Ainsi, sans rien faire, ils retournèrent vers Grand Gousier et lui contèrent le tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, autrement que par une guerre vive et forte.